Dans la partie septentrionale de la Grande-Bretagne, séparée de l'Angleterre par les monts Cheviot, l'Écosse, qui a une superficie de 77 180 km², offre des paysages d'une surprenante variété. Alternance de lacs, de collines, de châteaux, de forêts et de landes multicolores. Les étendues mystérieuses et chargées d'histoire des Highlands du Nord ne font qu'ajouter à la beauté étrange de l'une des régions les plus fascinantes de l'Europe. Garde-chasse à la retraite, Lee McNally connaît de ce pays tous les chemins, les arbres, les lichens et surtout les animaux. Sur cette côte ouest des Highlands, entre Torridon et Ploughton, la montagne écossaise qui tombe dans la mer est un fragment d'une vieille chaîne de 500 millions d'années dont on retrouve les restes au Groenland, en Bretagne, au Canada et dans les Appalaches. L'océan Atlantique, en surgissant, a coupé en morceaux cette immense montagne. Mon nom est Lee McNally. Je suis né dans les Highlands en 1926. C'est une région que je ne voudrais pas quitter. J'aime les Highlands. Beaucoup de gens, en revanche, aiment les grandes villes comme Londres. Mais moi, je préfère vivre dans mes hautes terres. J'ai toujours été passionné par la faune et la flore des sauvages Highlands. Loin des villes, loin des odeurs d'essence et des vapeurs de diesel. J'ai eu une belle vie. Mon existence est ici, loin de la ville. Much better to live there than in the towns. Tout près de la chaumière de Lee McNally vit un couple de loutres qui partagent la même eau que lui, courent sur les mêmes prairies piquetées de fleurs de bruyère. En Écosse, les torrents qui roulent sur la tourbe et érodent les plus anciennes montagnes d'Europe sous le vent qui courbe le chardon, symbole de liberté, mènent à des vallées bien fermées qui ont permis le cloisonnement terrible des clans qui se sont entretués des siècles entiers. Dans ce pays de Macbeth, où les clans des Campbell, des MacLeod, des MacDonald ou des Mackenzie se massacrèrent au pied de châteaux fantastiques, vivaient de nombreux pêcheurs. Chaque jour, sur la côte ouest, 1000 chalutiers prenaient la mer pour capturer le hareng, les Silver Darlings. Ces poissons ont disparu de cette côte et les barques, comme les vieux villageois de ce petit port, semblent figés devant l'horizon d'où il n'arrive plus jamais rien. C'est un excellent endroit ici pour observer les phoques. C'est le village de Ploughton, un port pittoresque des Highlands de l'Ouest. La meilleure façon d'observer ces animaux, c'est de faire un tour en barque et de les regarder d'ici.
Le Loch Carron, un des plus beaux d'Écosse, troué d'îles aux roches fracassées, est un trésor pour l'écosystème, tant la faune et la flore sont riches. Par temps de brouillard, on raconte qu'on peut apercevoir des dames blanches et des sirènes. Lee vous dira qu'en fait, ce sont des phoques qui se dressent tout droit ou agitent leurs nageoires comme pour saluer. À 7 heures, c'est le Farniente, sur des rochers appelés dos de baleine, façonnés par les immenses glaciers qui recouvraient tout il y a 20 000 ans. Il y a peu d'endroits en Europe où l'on peut observer les phoques de si près. Mieux vaut ne pas les déranger trop longtemps, cela perturbe leur reproduction qui est en régression ces dernières années. Ces pinnipèdes, comme les morses ou les otaries, ont opté pour une vie amphibie il y a environ 30 millions d'années. Étrangement, ils avaient des allures de renards surbaissés avec des pieds palmés et une très large queue. Lorsqu'une barque s'approche, il sautille dans l'eau pour mieux voir le bateau et regarder qui est dedans. De nos jours, on ne persécute plus les phoques. Autrefois, les pêcheurs les supprimaient parce qu'ils abîmaient leurs filets en faisant des trous. Aujourd'hui, on accepte plus facilement ces animaux parce qu'ils sont protégés dans ce pays. Dans les Highlands, Westeros, le plus impressionnant massif montagneux d'Écosse, a caché des générations de seigneurs en fuite et leurs compagnons d'infortune. Walter Scott écrit qu'hier encore, la montagne retentissait du fracas des batailles. Mais aujourd'hui, les armes ont fait silence dans ces massifs torturés aux pentes fortes et aux grands versants, semblables à des monstres préhistoriques. Depuis le port d'embarquement de Kyle of Loralsh, 5 minutes de bac suffisent pour rejoindre l'île de Skye. Duncan Poore, scientifique chercheur à l'UNESCO et ami de Lee McNally, aime longer le torrent qui le mène au pont d'où on découvre les Cullins, les montagnes noires et sauvages qui culminent à 1000 mètres. À cet endroit, à la moindre pluie, jaillissent des cascades d'une eau parfumée par la tourbe. C'est grâce à cette eau de l'île de Skye que les Écossais fabriquent les meilleurs whiskies du monde. Skye, il y a 60 millions d'années, était couverte de volcans impétueux. Dans ce pays devenu mélancolique, aux rivières couleur de plomb, aux rochers à tête de lutin, le romanesque a existé jusqu'au sublime. À chaque colline, à chaque falaise, sur chaque lac, l'histoire s'écrit à coups de hache, d'amour et de sang.
C'est ici que le dernier des Stuarts, Charles Edward, prétendant déchu au trône d'Écosse, viendra se réfugier dans les bras de la belle Flora MacDonald en 1746. 2000 soldats écossais avaient péri pour ce roi fugitif qui devra s'exiler à jamais loin de son amour. Où que l'on soit en Écosse, on voit de l'eau. Les lacs d'Écosse, Loch Ness, Loch Tay, Loch Lomond, sont célèbres et si vous allez au nord-ouest de ce pays, la campagne est entièrement piquetée de petits plans d'eau. Ici, il y a des ruisseaux, ce que les Écossais appellent burns, qui dévalent des montagnes, des chutes, des rivières, qui caractérisent la nature. Aussi, l'eau joue un rôle paysager très important ici. Sur l'île, ces espaces multicolores drapés de mousse subissent toute l'année le souffle des vents. C'est pourquoi la végétation est basse, surtout en altitude. Et puis comment imaginer une Écosse boisée alors qu'aujourd'hui, l'image classique c'est la lande et ses bruyères. Il y a 1000 ans, de nombreuses forêts de chênes couvraient le sol. Mais avec l'homme, tout a basculé, il a défriché pour étendre les terres d'élevage. Les moutons à tête noire ont remplacé les grands arbres. Ils sont partout et fournissent la matière première aux tissus écossais et aux pulls Shetland. Non loin d'ici, on replante des épicéas sombres qui recouvrent, hélas, les versants pour servir à l'industrie du bois. Beaucoup disent que peu à peu les Highlanders perdent leur campagne, leur noble paysage, leurs racines. Ducken Poor, qui passe ses vacances sur Skye, aime à répéter. Si le temps ne vous plaît pas, attendez une minute, il fera soleil. Et ensuite, il pleuvra. Les habitants de ce pays disent que le temps change 11 fois par jour. La route s'arrête bientôt au port d'embarquement. Retour à Kyle of Lorach. Porte ouverte à toutes les Écosses sauvages, perdues dans un décor impressionniste. Depuis le port de Shildeg, John, un des derniers pêcheurs artisans, part en mer ramasser les casiers qu'il a posés la veille, en souhaitant que des homards bleus viennent se faire prendre. Le maître et le chien se posent peut-être chaque fois la même question. Repartiront-ils demain ou est-ce le dernier voyage ? Cette pêche n'est plus rentable lorsqu'on la pratique de cette manière et l'entretien du bateau est cher. Mais pour l'heure, l'important est de ramener à bord de beaux crustacés.
L'attente fébrile est vite récompensée. Les homards bleus et les petits crabes pour la soupe sont au rendez-vous. John pose de gros élastiques sur les pinces pour éviter que les homards ne se battent entre eux, ce qui rendrait les crustacés invendables. Ce serait dommage. Quoi de meilleur qu'un homard bleu flambé au whisky écossais qu'on déguste dès l'arrivée à terre? N'est-ce pas un rare privilège? Et pour combien de temps encore, puisque l'homme détruit tout? Les harengs ont disparu de la côte ouest où jadis ils pullulaient. Les saumons proviennent de plus en plus des élevages. Il y a trop de bateaux-usines au large et la pêche à la traîne continue d'être pratiquée malgré l'interdiction. Le chien Ursule a le pied marin et ne se lasse pas d'admirer les plus beaux rochers de la côte qui évoquent la haute montagne. Dans quelques minutes, retour à la terre, souvent accompagné par des vols de cormorans qui de plus en plus nombreux s'attaquent notamment aux piscicultures. Le temps est calme, comme la mer aujourd'hui. Seule l'humidité ambiante refroidit les mains et les poumons. Non, il ne se passe plus rien. C'est ainsi chaque jour et Ursule trouve que c'est bien ainsi. Les voraces goélands profitent du retour du bateau de John par Plockton pour grignoter des restes de poissons. Ici, tout est paisible. Le vieux village est fatigué. Seul le son du train qui part de Kyle pour se rendre à Inverness trouble un instant les petits bruits feutrés du port délaissé. Denis Wootley, d'origine française, s'est établi en Écosse il y a 12 ans. Il exploite un petit hôtel-restaurant de la côte ouest. Cet amoureux de la nature ne pêche que lorsqu'il veut déguster un véritable saumon. Un seul. Car attention, en 20 ans, pour 6 saumons qui remontaient la rivière, il n'y en a plus que 2 en 1993. Ce qui se passe en fin de saison, souvent, c'est qu'il y a des saumons qui sont dans la rivière depuis 3 mois. Et ils deviennent noirs. C'est des saumons qui sont prêts à poser leurs œufs. En général, ils mordent très facilement ceux-là. Mais ce qu'il faut faire, c'est les remettre dans l'eau le plus vite possible et ne pas les détruire. Si vous détruisez des saumons comme ça, vous détruisez les nouvelles générations qui viennent. Il s'est mis à pleuvoir ce matin, la rivière a doublé de volume. Je crois que le mieux pour nous, ça serait qu'on descende directement tout en bas au lac. Il y a un lac d'eau douce qui est un peu plus bas. C'est juste avant l'estuaire.
Et normalement, il devrait y avoir des saumons de cette année qui devraient être posés au lac, qui attendent justement que la rivière se stabilise pour pouvoir monter. Je crois qu'on devrait commencer à descendre directement, parce qu'on ne va rien avoir ici. Cassé. Le ferrage semblait bon pourtant, mais le poisson était plus coriace que la ligne. Cet échec ne dérange pas Denis, qui relâche souvent les poissons après la lutte. Une sorte de respect pour le valeureux combattant. Tout ce que vous regardez ici, vous avez c'est vert ou c'est mauve. C'est soit là, les forêts qui sont vertes, ou alors vous avez les montagnes qui sont mauves, avec la bruyère. Et c'est un paysage qui change toutes les 10 minutes. Vous ne pouvez jamais regarder une montagne, elle n'est jamais la même. Toutes les 10 minutes, elle change avec le climat, avec le soleil, avec toujours un jeu sur l'Écosse. C'est pour ça que vous avez très peu de peintres qui peignent l'Écosse, parce qu'ils n'ont pas le temps de le peindre. Les nuages changent tellement vite qu'ils ont commencé quelque chose et ils n'ont pas le temps de finir. Parfois, lorsqu'on fixe du regard ces châteaux du Moyen-Âge, bâtis pour repousser les assauts des barbares venus du Nord, une certaine anxiété s'empare de l'esprit. Un malaise étrange vous envahit et le froid gagne le cœur. Cela provient de ces demeures ancestrales qui font peur. Peut-être parce qu'on raconte sur celles-ci des histoires inquiétantes de meurtres et de spectres. Le ciel, toujours en deuil, n'abrite que des oiseaux funèbres qui défient l'orage. En ces jours de pluie, le paysage écossais, fidèle à ses traditions, s'enfonce dans une nuit lugubre. Cette forteresse du XIIIe siècle servit de cadre au film Highlander. On est à Eilandanan Castle. Ce tortillard qui emmène Lee McNally à Inverness rejoindre Duckenpoor et relie l'ouest au nord, le Loch Carron au Loch Ness, fait apprécier les paysages des Highlands. On a sans cesse l'envie de changer de place pour mieux voir. Peut-être les fantômes d'Arthur et des chevaliers de la table ronde enfourchant leur monture au triple galop
qui sauteraient par-dessus les landes et les monts, glisseraient sur les lacs et les rivières. C'est vrai qu'on l'imagine sans cesse en regardant par la vitre du train défiler ces décors créés pour un drame shakespearien. Lee dit toujours qu'il n'a pas assez de deux yeux pour profiter des curiosités de l'Écosse. Il y en a tant à voir. Même ces villageois qui n'oublient pas l'heure du thé. Qu'importe que ce soit sur un quai de gare, puisque l'instant est sacré. Deux heures et demie plus tard, l'arrivée à Inverness, capitale des Highlands, est brutale. On passe des fleurs, lacs et rivières à la cité, sans transition, brusquement, comme de la pluie au soleil. Duncan et Lee ont donc décidé de passer le week-end ensemble dans la région d'Iverness, hantée par Nessie, le monstre du Loch Ness. L'assassinat du roi Macbeth et la défaite de Culloden en 1746, quand l'Écosse perdit son indépendance. Cette capitale administrative des Highlands, située à l'embouchure du Ness, est un carrefour routier important entre le nord du pays et la Grande-Bretagne. Des siècles en arrière, les collines qui dominent la ville étaient enchâssées par la forêt de Caldon. Mais les grands arbres, là aussi, n'existent plus. Ils ont été abattus pour alimenter les fours à charbon servant à la fusion du fer. Vaches archaïques et moutons noirs et blancs qui résistent à toutes les intempéries et qu'on tente d'implanter dans divers pays vivent en semi-liberté dans ce bout extrême de l'Écosse. Un grand nord, et les derniers espaces verts en somme, et plus rien après. Aye, well, here's Ian coming. Oh, yes, yes. Hello, boys. Hello, hello, hello. How's right, Ian? What have you got here? Tea, Coffee. coffee or whiskey? Lee et Duncan ont fait une halte pour rendre visite à Scott, le berger, une vieille connaissance qui sait apprécier les bons whisky. Whiskey tonight, maybe.
there was about 23 in it. Oh, sorry, it's not about this now. I think it's totally different down there. And the sea fishing, Yes. you know, the small shrimps and prawns and that sort of thing. Oh, there's only the shrimp left of it. Yes, yes. And I have to colour them after that. Nuva. Moving. Yeah. But I mean, they're giving it another name when nobody knows. Same comical, another name. Les bergers réunissent parfois leurs moutons pour les soigner, les tondre ou leur fournir des vitamines. Le travail difficile du regroupement est effectué par les chiens d'une manière étonnante. Ces derniers connaissent leur métier sur le bout des pattes. Vers 1760, les grands propriétaires anglais et écossais décidèrent l'élevage intensif du mouton dans les vallées. Les habitants furent donc chassés, remplacés par les bergers et les animaux. Sally, come here, Sally, come here. Come on in, Sally. L'émigration des Highlanders prit la dimension d'un phénomène de masse. Les clearances, loi d'expropriation, douloureux souvenir, permirent de chasser des centaines de milliers d'Écossais qui s'en allèrent peupler le Canada, les États-Unis et l'Australie. Come here, Sally, come, Sally. La pluie a cessé, elle revient, redouble. Le métier de berger n'est pas facile, surtout lorsqu'on doit tondre à la main des centaines de moutons. Vous utilisez toujours les tondeuses à main plutôt que la machine. Well, we're using the machine. Parfois, on That's utilise why la we- machine, Yes, I use mais j'ai l'habitude de la tondeuse à main. I Je l'ai utilisée encore cette année, pas plus tard que la semaine dernière. Last week I was using hand clipper. Les moutons sont tous marqués. J'ai un ami qui est fermier. Si vous lui demandez combien de moutons qu'il a, il va vous dire qu'il a entre 1000 et 3000 moutons. Officiellement, ils devraient leur faire prendre des bains. Alors, ce qu'ils font, c'est que vous avez peut-être vu, ils ont énormément de chiens, des très très bons chiens pour récupérer les moutons. Mais il arrive toujours qu'ils en laissent dans les montagnes. Plus il y en a qui sont tués sur les routes, ils savent exactement le nombre de moutons exact, ils ne le savent pas. Moi, j'ai trouvé un mouton il y a 2 ans. Il devait y avoir au moins 3 ans qu'il n'avait pas été... on n'y avait pas coupé la laine dessus. Il est aussi large qu'il était haut. Et donc j'étais obligé de le reporter au fermier parce que ces moutons-là, s'ils tombent par terre, ils ne peuvent plus se relever, il y a tellement de laine. L'Écosse possède un 12e des réserves de tourbe de la planète, d'où ces grandes surfaces élastiques et gorgées d'eau sur lesquelles on marche bizarrement depuis 4000 ans. Ces briques noires et rondes servent à chauffer les chaumières à moindre frais, à colmater les routes, ce qui évite à l'eau de creuser sous le goudron des galeries qui minent la chaussée. Les meilleurs whiskies sont parfumés par l'eau qui ruisselle sur les sols de tourbe à l'odeur âcre. Personne n'est capable de dresser la liste des éléments indispensables à la distillation d'un vrai whisky écossais. Le secret appartient aux Highlanders. Près de cette verte campagne, des sources furent exploitées à grande échelle par des stations thermales vers 1820. La vie était aussi merveilleuse qu'à Salzbourg. Mais cela ne dura pas. Les guerres et le climat firent fuir les riches clients et tout retomba dans l'oubli. Ceux du bon temps des cures et ceux des guerres de clans reposent ensemble aujourd'hui.
Julien Green décrit à peu près ainsi un cimetière écossais. La beauté du cimetière nous a retenus un long moment. Certaines tombes penchent d'un côté ou d'un autre sous des arbres vénérables. Et toujours il pleut ou il fait soleil, et les dalles s'assombrissent ou brillent. Tout cela est d'une poésie intense, dénuée de toute tristesse. La paix est là. Les racines des Highlands sont les peuples celtiques qui occupaient toute l'Europe au 5e siècle. Dans les îles à l'ouest de l'Écosse, il y avait des Vikings de Norvège, de Danemark, et on trouve dans les îles des gens qui sont très, très noirs, petites, qui sont les gens celtiques. Et on trouve aussi des gens qui ont les yeux bleus et les cheveux blonds, qui sont de Norvège. Il y avait toujours une tension entre les Lowlands et les Highlands. Ce sont des gens très différents, très différents. Souvent, on se demande pourquoi on a beaucoup de noms semblables dans une région, des Mackenzie, des Cameron, des Mackay, MacDonald, etc. C'était surtout parce que la société écossaise, dans les Highlands d'Écosse, étaient essentiellement tribales jusqu'au milieu du XVIIIe siècle à peu près. Et les familles restent en même place, en même endroit, surtout dans la région. Souvent en Écosse, on rencontre de magnifiques jardins publics plantés d'essences rares. Cela est dû à une douceur particulière du climat maritime. Ici, on se trouve aux latitudes, par exemple, de Kamtchatka, de Leningrad, des îles Aleutian près d'Alaska, et des pays qui sont normalement très, très froids en hiver, où il ne serait pas possible de cultiver des plantes comme par ici. À cause de l'abri des arbres et le climat de Gulf Stream, il est possible, même dans une latitude plus nord, par exemple que Moscou, de cultiver des plantes de diverses parties du monde, de l'Australie, de l'Himalaya et un grand nombre des pays plus chauds. Dans ces eaux noires, au pied du château baroque de l'époque victorienne, ou de celui d'Urquhart en ruine, victime du soulèvement des Jacobites qui désiraient le retour des Stuarts et la révocation de l'union avec les Anglais au XVIIIe siècle, se cache peut-être le monstre du Loch Ness, dans une faille géologique de plus de 200 mètres de profondeur. Cette eau ne gèle jamais. Tranquille, lourde, il doit se passer de drôles de choses en dessous et au-dessus. Sirènes, monstres fourchus et palmés, dames diaphanes qui marchent sur le lac, guerriers qui n'en finissent plus de se combattre jusqu'au crépuscule, quand les vapeurs du soir se mêlent au soleil couchant dans ce haut lieu de légende et de maléfice.
Lee McNally et Justin Arundel, son ami anglais, se sont donné rendez-vous pour mettre pied sur une île du nord-ouest de l'Écosse. Ce bout de rocher sur lequel Lee aime à méditer se trouve non loin des Shetland. Le Braer, il y a quelques mois, a déversé son pétrole. Hélas, plus de 6 mois après le naufrage, les 850 000 tonnes de brut perdues en mer dérivent quelque part au large entre deux eaux. Avec l'interdiction de pêche, l'économie locale s'écroule. On trouve du pétrole, même dans les chairs de saumon et de mouton. Pas mal de mer. I think we asked them to identify some birds in a way that would display my ignorance, because I really didn't know my seabirds. But there was a little job just there that I found the water. No. He did tremendous amount of tough stuff coming up. Sur Anda Island, l'air marin vivifiant fouette l'esprit. Dans cette île aux oiseaux, rien n'a bougé depuis que les voyageurs de l'été, les Vikings, ont débarqué il y a 12 siècles. À marée haute, le flot s'enfonce dans les cavernes. On a l'impression qu'un passé archaïque, un temps premier, peut surgir sous chaque effet de vague. L'homme moderne y retrouve ses racines. Au Moyen Âge, des pêcheurs vivaient dans ces îlots minuscules avec leurs familles. Comment pouvaient-ils résister ? Cette île prend une dimension mythique par l'atmosphère qu'elle dégage. On y est bien. Et pourtant, vivre là, sur Anda, semble être de nos jours un pari impossible. Non parce qu'elle est située à une latitude plus nordique que Moscou, mais tout simplement parce que l'homme, le pêcheur, ne veut plus de cette vie de chien qui était la sienne voici des décennies. Côte insolente, sans cesse grignotée par la mer sous le fracas des déferlantes,
Ce pays de rocailles et de fougères, perpétuellement balayé par les pluies et les bourrasques sauvages, abrite de magnifiques colonies d'oiseaux qui piaillent sans cesse au-dessus des falaises et du chemin perché. L'île est riche en oiseaux de mer qui se nourrissent de poissons et nichent au creux des rochers. Le fulmar se reconnaît à ses grosses narines tubulaires et à ses ailes de planeur. Son ventre est d'un blanc immaculé et le reste du corps est gris bleuté. Le premier couple de fulmars est arrivé du nord en Écosse aux îles Orkney en 1901. Les fulmars s'accouplent pour la première fois entre l'âge de 6 ans et de 19 ans. Eh oui, ils réfléchissent avant de s'unir. Ils refusent le divorce et demeurent très fidèles. Papa et maman fulmar donnent la vie à une vingtaine d'oisillons durant leur existence de reproducteurs. Lee s'est isolée pour regarder les oiseaux jouer avec le vent du haut de cette falaise qui domine l'océan. Cela donne l'envie de se jeter corps et âme dans le vide pour mieux communier avec ces mystérieux planeurs qui ne connaissent pas le vertige. Ce que je vis, c'est ce que les gens appellent aujourd'hui la qualité de la vie. Et dans les Highlands, on a toujours vécu ce mode d'existence. Cela a toujours été notre façon d'être et on a préservé la qualité de vie. Les jeunes vont dans les villes, mais souvent ils reviennent dans leur Highland parce que c'est là qu'ils retrouvent l'existence qu'ils aiment, sans stress. Beaucoup de gens dans les Highlands ont une philosophie du lendemain et disent « on verra ça demain ». Si aujourd'hui il pleut, alors on verra ça demain. Lee McNally s'est allongé dans les chardons, puis il nous a quittés, pour filer prestement dans les sentiers qui courent sur les collines, le long des apics et à travers les bruyères et les lichens. Lee a rejoint ses frères Highlanders qui l'aimaient tant.